Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Thierry Coulon. Bonjour Thierry Coulon. Bonjour Magali. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés. C'est votre émission. Thierry Coulon, vous êtes président du directoire de l'Institut Polytechnique de Paris. On va en parler évidemment, mais d'abord le principe de l'émission, c'est qu'on aimerait vous connaître un petit peu mieux. Vous êtes mathématicien, universitaire et haut fonctionnaire français. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu ce parcours, le goût des mathématiques, j'imagine, très tôt. Voilà, qu'est-ce qui vous a porté dans la vie? Le goût des mathématiques, je ne suis pas sûr de l'avoir eu d'une manière très distincte très tôt. J'étais une famille de la toute petite bourgeoisie qui n'avait pas le bac, à Vichy, et dans une époque sans doute plus fluide et plus facile qu'aujourd'hui, où les choses coulaient d'elles-mêmes, si du moins on était bon à l'école. Voilà. C'était ce qui était mon cas. J'étais fils unique, je m'ennuyais passablement, et donc je pense que j'ai compensé dans les études. Et donc vous n'avez pas trop à réfléchir, on vous dit qu'il faut faire une terminale qui s'appelle C à l'époque, et qu'ensuite il faut faire une maths sup, et qu'ensuite vous faites une maths spé, et si tout va bien... On vous dit que ce sont les professeurs... Oui, c'est l'environnement, c'est la pression sociale, c'est le parcours classique. Voilà, bon, et puis je peux pas dire que ça ne me plaisait pas, ça me plaisait. Enfin, en terminale, j'étais l'élève un peu bon en tout, pas outrageusement génial sans doute, mais enfin, ça allait. Et donc, très naturellement, je suis rentré à l'X. Peut-être est-ce que pour rentrer à Normal Sud, il faut être génial. Comme disait un copain, si vous faites de bonnes études, vous rentrez à Polytechnique, c'est peut-être un peu exagéré. Et à ce moment-là, j'ai eu un moment de réflexion, de vertige. J'ai eu l'impression d'avoir toujours été sur des rails. Oui. Et j'ai eu envie de faire autre chose et de prendre l'air. Et donc, je suis retourné pour le plus grand plaisir, vous l'imaginez, de mes parents, je suis retourné à l'université à Clermont-Ferrand faire des maths la porte et de la philo. Non, il n'y avait pas ni d'amertume. Qui aurais j'été pour avoir de l'amertume ou de. Il n'y avait pas beaucoup de rébellion non plus. Il y avait un peu d'agitation et l'envie d'aller explorer les chemins de traverse. D'accord. Les chemins de traverse m'ont mené à la recherche en maths. Ensuite, ils m'ont mené on en reparlera peut-être, à s'intéresser aux entreprises collectives, à l'université. À des fonctions disons, de nature administrativo-politique. Oui, vous avez conseillé des ministres. Mais le charme, le côté à la fois ironique de l'histoire, et je trouve la boucle assez... enfin, qui m'a séduit, moi, c'est de retourner présider la holding, l'Institut Polytechnique de Paris, qui regroupe 6 écoles d'ingénieurs aujourd'hui, dont l'école Polytechnique. Ouais, donc donc vous voyez que j'avais pas beaucoup d'amertume, et je suis très reconnaissant d'ailleurs au milieu des... Et c'est vous qui avez postulé ou... Oui, c'était une démarche. C'est un processus de candidature, oui. Oui, voilà, donc du coup non, on n'est pas venu vous suggérer en tout cas. Oh, il y a des gens qui m'ont suggéré, mais enfin il a fallu être candidat, et il y avait d'autres candidats très bons, et voilà, il y a eu une décision qui a été prise. Et vous avez conseillé des ministres, des premiers ministres, des présidents même? Premier ministre, pas que je sache, enfin j'allais à des réunions à Matignon, mais j'ai été au niveau cabinet ministériel et au niveau cabinet de la présidence. Sur les questions de l'éducation et sur les questions de l'excellence. Ce mot excellence, ça fait peur aussi parfois à ces étudiants. Oui, alors on en a peut-être ce côté inaccessible, qu'est-ce que vous on en a peut-être un peu trop abusé à une époque. Ouais. Il y a eu un moment où on a cherché à construire des éléments du système français qui soient plus particulièrement montrables à l'international. Qui soit plus particulièrement tendu vers la qualité de la recherche, de l'innovation, etc., etc. Et peut-être est-ce qu'on a abusé à ce moment-là du mot d'excellence, enfin qu'il faut combiner avec les idées d'ouverture sociale, et surtout avec l'idée, et ça m'est très cher, que sans doute est-ce qu'il faut offrir à tout jeune qui sort du bac et qui a envie d'aller dans l'enseignement supérieur, à tort ou à raison, il faut lui proposer quelque chose. Peut-être est-ce que s'il a un bac pro, peut-être est-ce qu'il lui faut 1 an pour mieux se sentir mieux pour le marché du travail, peut-être est-ce que c'est des formations courtes, mais il faut lui proposer quelque chose. Néanmoins, il faut lui proposer quelque chose avec l'idée que c'est adapté à ses véritables désirs, à ses véritables capacités. Forcément. Et donc,
ça n'est pas l'étudiant qui devrait s'adapter à l'offre de formation, c'est l'offre de formation qui doit s'adapter à l'étudiant. Oui, Et donc, je fais partie de ceux qui pensent que dans ce pays, on n'a sans doute pas eu assez de formation courte, professionnalisante, quitte à ce que ensuite on puisse revenir sur de la formation tout au long de la vie. Donc vous voyez qu'il y a des basculements qui restent à faire dans l'enseignement supérieur. Des décloisonnements peut-être aussi de chemins tout tracés qui sont parfois, quand vous prenez les chemins de traverse, c'est difficile de revenir. Bon, c'est un mal français ça, selon vous? Écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit utile de se rajouter un coup de flagellation. Non, par rapport aux pays anglo-saxons, où par exemple l'échec est au contraire porteur de... Voilà. C'est ce qu'on se dit souvent. Et c'est sans doute un peu vrai. Bon, en tout cas, si vous voulez, moi j'ai été dans mon parcours à Cergy-Pontoise, université nouvelle, ancrée dans son territoire, sans prétention, mais qui avait des éléments de très très bonne recherche, et puis qui était ouverte aux jeunes du Val d'Oise. Et après la fondation de l'université, le nombre de jeunes, de cette classe d'âge qui avaient un diplôme de l'enseignement supérieur a été multiplié par un nombre entier, par 2 ou 3. Ça avait un effet. Mais à ce moment-là, on me regardait un peu de haut d'ailleurs, une université un peu périphérique. J'ai été après dans les secteurs les plus... élitiste de l'enseignement. C'est bien parce que vous avez cette double vision. Donc, bon, et alors le secteur élitiste, il peut s'ouvrir. Oui. Il s'ouvre d'ailleurs. Il le fait. Bien sûr. Le secteur qu'on a tendance à regarder de haut, on a bien tort de le regarder de haut. Donc voilà, je suis à la fois... Donc pour vous, la confrontation entre grandes écoles, universités, elle n'a plus lieu d'être aujourd'hui? Alors, d'abord, il faut regarder les réalités historiques. Il se trouve que ce pays s'est construit, pour le coup, d'une manière un peu étrange. D'abord, les universités ont eu du mal à exister parce qu'elles étaient gouvernées par le pouvoir central. Souvenez-vous de l'université impériale. Il y a même un moment où il y a un grand maître de l'université impériale. Enfin, il y a l'université, pas les universités. Et puis, sur le terrain, elles étaient coupées en morceaux par les disciplines. La médecine, le droit, etc. Donc, elles ont eu toujours le plus grand mal à exister, les pauvres. Bon, alors, il ne faut pas exagérer. Après la guerre, je veux dire, dans les années 60-70, etc., il y a un renouveau de l'université. Ensuite, à chaque fois qu'on cherche à faire quelque chose d'intelligent, on crée une institution. On crée le Collège de France très tôt, parce que quand même l'université, etc., etc. On crée l'école pratique des hautes études, on crée les HESS, on crée l'école normale, on crée les formations d'ingénieurs. Enfin, j'ai pas pris les choses dans l'ordre, d'ailleurs, vous l'avez remarqué. On crée les grands organismes de recherche, le CNRS, etc., etc. Aujourd'hui, on est dans une période, de réarticulation, et 2, où on dépasse les grandes oppositions. Est-ce que je préside une université ou un ensemble de grandes écoles? Oui, c'est un ensemble. Est-ce que PSL, avec l'école normale supérieure et l'université Paris-Dauphine et les autres, c'était une université ou une grande école? Oui, donc ça tendance... Avec Centrale, qu'est-ce que c'est? Ça s'estompe. Est-ce que, si on parle des enjeux de diversité et d'inclusivité, je crois que c'est votre sentiment, je vous ai lu, vous dites qu'il faudrait que ces problèmes soient abordés bien avant, finalement, de l'université. Oui, mais ça, c'est un peu la réponse facile, si vous voulez. Il a pu m'arriver de le faire, et puis c'est pas complètement faux. Simplement, il faut balayer devant notre porte et prendre notre part de responsabilité. Bon, je crois que je peux parler au nom des directeurs des 6 écoles de l'Institut Polytechnique de Paris. Ça les préoccupe. On a mis ensemble en place une stratégie qui repose sur la diffusion du modèle, vous pouvez y arriver, aller dans les écoles pour communiquer davantage, voilà. Le mentorat, mais aussi l'accompagnement à tous les niveaux, mais aussi, regarder les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire faire le travail d'analyse des flux qu'on a un peu de mal à faire, parce que aussi il peut faire mal, et ça, on va lancer des initiatives à ce sujet avec des chercheurs sur l'éducation pour essayer de voir, enfin en économie, pardon, de l'éducation, pour voir comment évoluent les choses. Et puis il y a un dernier point qui est de diversifier le recrutement. Et vous avez une question tout à l'heure, je crois, à laquelle je vais essayer de répondre dans cette direction. Effectivement. Justement, en matière de diversité, l'école d'ingénieurs, manque de femmes, comment faire en sorte qu'elles aillent davantage vers ces filières très pourvoyeuses d'emploi? Oui, mais c'est la grande question. C'est une question qui est, lancinante. À la fois, c'est très paradoxal parce que moi, je suis d'une génération
qui se souvient parfaitement du choc qu'avait été en 1972 l'entrée des femmes à Polytechnique. Oui. Et le fait que la première année, C'est vrai. il y a un certain nombre de femmes qui rentrent, qui ont bien réussi dans la vie depuis, comme Dominique Sénéquier ou d'autres, et que la majeure, c'est Anne Chopinet. Voilà, les femmes rentrent, boum. Donc vous avez vu Bon. toute cette progression? Donc, ça a été un rôle modèle, et ça a changé l'image des femmes dans la société française. En même temps, je pense que Laura Chobard, la directrice générale de l'école polytechnique, me démentirait pas si je disais qu'on n'est pas complètement satisfait de la progression parce qu'elle n'est pas suffisante. Bien sûr. Alors, c'est dû à quoi ça se passe avant nous, pour une part. Ouais. Il y a autant d'admises que de candidates. Il n'y a pas assez, en proportion, je veux dire, il n'y a pas assez de candidates. Moi, je pense qu'il faut, une fois de plus, avoir des actions déterminées. Dans la mesure où on est un rôle modèle, enfin on a un rôle d'exemple dans le système. Bien sûr, bien sûr. Si vous me demandez, je pense qu'il serait bon d'inciter nos amis recteurs, à inciter les proviseurs et les professeurs de lycée à demander aux filles de prendre maths experte, à insister pour qu'elles ne se censurent pas, parce qu'il faut lutter contre des stéréotypes installés, des autocensures, ou c'est psychologiquement. Vous pensez que c'est stéréotype ou c'est par goût ou c'est par... Pardon ? Est-ce que c'est un vrai stéréotype, le fait que les filles n'aillent pas vers des filières de mathématiques? Simplement qu'elles sont plus intelligentes que nous et qu'elles ont tendance à se projeter et à se dire peut-être... à voir les difficultés, là où, vous savez, enfin, c'est un peu un... Oui, d'accord, anticiper davantage. C'est un peu un cliché, mais le garçon... Non, c'est pas d'anticiper, elles anticipent, mais au contraire, elles anticipent trop. Et c'est ce que je dis. Les garçons ont tendance à s'imaginer qu'ils vont réussir en tout, un petit peu à l'avantage. Bon, il faut sans doute expliquer aux filles qui peuvent avoir tendance à s'auto-censurer qu'elles ont toutes les chances de réussir. On va passer à la question du Collège de Paris à présent, si vous le voulez bien, Thierry Coulon. La question du Collège de Paris, communauté d'école qui rend l'excellence accessible à tous, c'est juste après le jingle. La question du Collège de Paris pour vous, Thierry Coulon, c'est celle que vous avez choisie. Quel est le dispositif d'égalité des chances que vous avez mis en place et dont vous êtes le plus fier? Alors, que vous avez mis en place, c'est un peu exagéré. Mais je suis très fier et j'ai poussé à plusieurs reprises en diverses situations un dispositif que j'aime beaucoup qui est le CPES. L'histoire du CPES, c'est que Patrice Corre, proviseur du lycée Henri IV à l'époque, après avoir été proviseur du lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, qui m'est cher, met en place un cycle préparatoire aux études supérieures. Ça revenait à aller chercher des gamins des quartiers, des ruralités, etc., et les préparer à la prépa. Ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher parce que c'était une année de plus, et dans un cycle qui se fait en 2 ou 3 ans, il y a un problème d'équité entre les mieux favorisés des pas favorisés et l'inverse. Et puis, ça n'était pas mélangé. Mais à un moment donné, ils transforment ça un peu en réaction aux initiatives de Richard Descoings à Sciences Po. Ces profs lui disent « Mais qu'est-ce qu'on fait ? Richard est en train de bouleverser le monde, là, qu'est-ce que tu fais ?» Eh bien, il crée, avec Monique Antos-Perber, qui dirigeait PSL à l'époque, le cycle pluridisciplinaire d'études supérieures. C'est une licence sélective. Le ministère n'aimait pas beaucoup ça à l'époque, mais ils ont laissé faire, finalement. Et donc, vous allez chercher un mélange, des fils des héritiers, et puis du social, des gens qu'on allait chercher pour leur haut potentiel dans un réseau de lycées, etc. Vous leur faites quelque chose de très pluridisciplinaire, c'était soit sciences, toutes les sciences, pas maths, pas biologie, pas sciences, humanité, et puis il y avait sciences économiques, juridiques et de gestion. Et sur un de ces 3 portails, vous les spécialisez progressivement. Ils ne passent pas les concours, mais c'était tellement exigeant qu'à la sortie, ils accédaient au grand master, à l'étranger, en France, à Polytechnique, à Normal Sup, sur titre, partout, etc. etc. Voilà un exemple du meilleur des cycles universitaires, c'est-à-dire l'exposition précoce à la recherche, et du meilleur des prépas, à savoir le travail comment dire, rigoureux, exigeant, avec une possibilité d'aller chercher, une fois de plus, des étudiants qui n'auraient pas nécessairement pensé à faire un parcours aussi exigeant, et de les mélanger, parce que c'est le mélange social qui est intéressant. Mais il y avait une moitié de boursiers. Et en arrivant à l'Institut Polytechnique de Paris, j'ai eu le plaisir de trouver au lycée international complètement nouveau, qui a été ouvert il y a peu d'années, et bien de trouver un CPES, qui est coopéré avec l'Université Paris-Saclay,
et qui porte sur il y a deux majeurs, société, santé. Et figurez-vous qu'avec société et santé, qu'est-ce que vous avez? Vous avez beaucoup de filles, évidemment. Forcément. Parce que vous avez un parcours à la fois très exigeant, très intéressant, mais qui, comme il est tourné vers autrui, comme par hasard, ça intéresse les filles. Très bien. La question de Tremplin Handicap à présent. Ouais. C'est juste après le jingle. Tremplin Handicap, l'association qui œuvre à donner toutes leurs chances aux jeunes en situation de handicap pour réussir leur parcours académique et leur insertion professionnelle. Et c'est juste après le jingle. La question du tremplin du handicap, c'est celle-ci, hein, celle que vous avez choisie. Quelles sont, selon vous, les actions spécifiques à déployer pour soutenir la réussite académique et l'insertion professionnelle de ces jeunes en situation de handicap? Alors, là aussi, c'est une question qui me poursuit, ou que je poursuis depuis longtemps. Je me souviens à l'université de Cergy-Pontoise avoir eu la honte à une conférence sur le handicap, avoir porté avec des collègues un fauteuil sur la scène, parce que c'était une université relativement récente, mais l'accessibilité n'a pas été pensée. Je me souviens d'avoir débloqué des crédits pour avoir des portes ouvrantes, etc., etc. Donc, on partait de loin, il y avait de la bonne volonté. À l'Institut Polytechnique de Paris, lorsque on a parlé de cette question, j'étais relativement ignorant de l'état des choses, et une bonne nouvelle est qu'en très peu de temps, en 2 jours, on m'a réuni les données. Donc ça veut dire que les équipes y sont attentives. Donc sur 10 000 étudiants tout mouillés, je veux dire cycle ingénieur, master, doctorant, on a une centaine d'étudiants en situation de handicap. Beaucoup. C'est beaucoup. Mais on est capable de me dire qu'on s'occupe de chacun d'entre eux, qu'il y a un contrat, qu'il y a des aménagements, qu'il y a des équipements, voilà. Je vais être... alors, d'abord, je suis en position depuis 1 an. J'ai pas eu de remontée de problème. Ça pourrait être mauvais signe si, justement, il n'y a pas une préoccupation. La réaction des services me montre qu'il y a une préoccupation réelle. Je vais, dans les jours qui viennent, je vais porter un regard plus attentif sur... On a des seuils, par exemple, et je viens ici d'y penser. Vous avez des seuils qui s'ouvrent de manière automatique, qui sont relativement étroits, mais curieusement, il y a toujours un seuil plus large. Il y a des ascenseurs, je crois, enfin pour le dire vite. C'est le côté mobilité, mais... On n'est plus dans la même situation. Je pense qu'évidemment, les jeux auront changé le regard de la société et il y aura des effets de long terme. Cette cohabitation avec les étudiants qui sont valides, etc., se passe bien, selon vous, parce que c'est important aussi. Là aussi, j'aurais dû commencer par là. Moi, c'était un choc très ancien. Quand j'étais... non, pas thésard, mais enfin jeune universitaire, j'étais à UCLA pour un congrès, et j'avais découvert des handicapés sur le campus, c'était normal. Et à cette époque-là, la société française était bien en retard, plus bloquée. Bien sûr. Bon, une fois de plus, je crois que le regard a changé, mais enfin, il ne faut pas se satisfaire du fait que les représentations bougent. Et il faut il faut le faire bouger en permanence. Attentif, oui. On va passer à la question de l'hémicycle à présent. C'est vous qui allez peut-être poser une question aux personnes qui nous gouvernent. C'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Thierry Coulon, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux hommes politiques qui nous gouvernent? Vous avez 1 à 2 minutes, face caméra, droit dans les yeux, c'est à vous. Alors d'abord, il me serait un petit peu difficile de m'adresser au monde politique comme si je n'avais rien eu à faire avec lui. Et très profondément, je rappelle la banalité selon laquelle enfin, nous élisons nos politiques, et nos politiques, d'une certaine manière, nous ressemblent. Donc je suis pas frappé j'ai pas envie d'accentuer l'idée d'une coupure. En particulier dans le monde de l'enseignement supérieur, mon message est simple, il est totalement à contre-emploi. Cessons d'interpeller les politiques. Prenons-nous en main. On va parler de moyens, on va parler de cadres réglementaires, on va parler de tout ce qui, au quotidien, nous empêche de manœuvrer, mais c'est la vie, c'est les contraintes qui s'imposent d'une certaine manière à tous dans une vie en société. Et d'ailleurs, pour faire bouger ces contraintes, convainquons la société que c'est utile d'investir dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et en attendant, nos marges de manœuvre sont beaucoup plus grandes qu'on ne le dit. Donc, prenons-nous en main en ayant comme azimut les grandes missions, les compétences, former les jeunes,
la recherche et l'innovation et les grands défis. Et puis, ne nous regardons pas le nombril et regardons parfois au-delà de nos frontières, pas seulement pour l'excellence à l'international et les grands benchmarks qui sont les benchmarks de l'Institut Polytechnique de Paris, par exemple, le PFL, le Technion, Caltech, MIT, etc. Mais regardons, quand on parle de formation professionnelle courte, regardons la Suisse, regardons l'Allemagne et regardons nos voisins. Mais une fois de plus, prenons-nous en main. C'est ce qu'on fait, hein, on essaye en tout cas. Hein, nous, les établissements d'enseignement supérieur, je pense qu'on peut... Oui, s'en inspirer davantage. Oui. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Thierry Coulon d'avoir répondu à nos questions dans Décideurs engagés. Merci pour ce message. Évidemment, vous les connaissez bien, ces politiques. Prenons-nous en main, c'est ce que vous dites, mais par contre, il y a toujours des directives qui sont impulsées par les politiques. Il faut appliquer. Très peu. Non, on n'est pas dans un monde d'autorité. Oui. L'éducation nationale, c'est peut-être un monde d'autorité. Oui. L'enseignement supérieur, c'est un monde d'initiative. Voilà, absolument. Bon. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.